nous vous remercions de votre présence et nous allons donc avoir cet échange. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire un échange avec vous, de vous laisser poser des questions sur ce thème un petit peu vaste finalement. D'un côté, les relations sentimentales et les problèmes qui peuvent se poser aux personnes qui sont en difficulté avec leur poids et leur comportement alimentaire, de ce point de vue-là, des relations sentimentales, et puis de la fécondité, des problèmes qui se posent aussi aux femmes qui veulent enfanter du fait de leur obésité. Pour cela, donc, nous avons plusieurs intervenants. Nous avons Catherine Curetta-Vanoli, qui est diététicienne nutritionniste et qui pourra répondre sur tous les problèmes de comportement alimentaire, par exemple. Nous avons Sylvie Benkemoun, qui est psychologue clinicienne. Ces deux personnes sont des membres du GROS. Et nous avons aussi le docteur Héloïse Grenier, qui est endocrinologue et spécialisée dans les problèmes de procréation médicale assistée. Alors, il ne faut pas dire procréation médicale assistée maintenant, hein. Il faut dire comment déjà ? Alors, assistance médicale à la procréation, voilà. Parce que c'est vrai que ça place un peu moins le médecin au centre des choses, mais plutôt le couple. Et qui va pouvoir nous parler des difficultés aussi particulières aux personnes obèses dans ce domaine-là. Alors, pour commencer, pour entamer un peu la conversation, pour la discussion, je vous propose que nous fassions entre nous un petit tour de table, faire une petite présentation chacun, et après nous pourrons entamer la discussion. Donc je suis gynécologue médicale et je travaille effectivement dans le service d'endocrino de la Pitié-Salpêtrière, où je m'occupe essentiellement de fertilité des patientes ayant un problème endocrino. Il a été monté un circuit depuis 2007. Moi, je n'y suis depuis que 2015, mais depuis 2007, il existe un circuit réservé pour les patientes obèses qui désirent une grossesse et qui n'y arrivent pas, donc pour les patientes obèses et infertiles. C'est un circuit en rapport avec la nutrition. On a un service de nutrition qui est très compétent. En rapport aussi avec la gynéco-obstétrique, parce qu'on a une maternité de niveau 2 où le professeur Jackie Nizar s'occupe particulièrement des patientes ayant un problème de poids. Et puis, s'il y a juste besoin de réaliser des stimulations pour juste un problème d'ovulation, c'est à la Pitié que ça se passe avec moi. Et si on a besoin d'un plateau technique, donc de la fécondation in vitro par exemple, on travaille soit avec l'hôpital Tenon, soit avec l'hôpital des Diaconesses, donc ça dépend. Mais donc c'est un circuit où les intervenants se réunissent plusieurs fois par an pour coordonner les prises en charge, parce qu'on s'est rendu compte que les patientes obèses étaient souvent reléguées d'un centre à un autre. Les patientes qui consultent pour infertilité dans des centres d'infertilité étaient souvent renvoyées dans leur pénate en leur disant perdez du poids et puis on vous prendra en charge ensuite pour la fertilité, alors que c'est vrai que c'est un problème qu'on désirait prendre conjointement. La fertilité est clairement impactée par l'obésité, la fertilité spontanée, mais aussi la fertilité aidée, que ce soit pour l'ovulation ou pour la FIV, les chiffres sont diminués par l'obésité. Donc c'est sûr que nous, on a besoin d'une prise en charge conjointe, mais il y a des patientes qui ne pourront pas maigrir plus que ce à quoi elles sont arrivées déjà. Donc c'est vrai qu'on voulait adapter ce circuit-là pour des patientes qui ont des IMC à 35, 40, 45. Alors on a encore des problèmes de prise en charge pour les patientes qui ont des IMC au-delà de 50. On n'est pas encore tout à fait à l'aise, notre circuit n'est pas encore tout à fait bien rodé. C'est vraiment un circuit qui continue de se mettre en place, mais qui est multidisciplinaire et qui ne demande qu'à progresser. Donc moi, je suis diététicienne en libéral. Je suis la seule à avoir fait un PowerPoint. Donc, le contact que je vais avoir avec ces femmes enceintes ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui ont des problèmes de poids, va être différent de celui qu'elles peuvent avoir avec une équipe hospitalière. Et je pense qu'il est important en fait de définir cette relation
la relation qu'on peut avoir avec ces femmes et la relation qu'elles vont avoir elles-mêmes avec leur corps et leur entourage. Donc moi, je vais les amener à faire la paix, si possible, avec tout ça. Par exemple, pour préparer cette intervention, moi, je me suis dit, tiens, je vais écouter un peu plus les histoires des femmes que je reçois cette semaine. Et j'ai rencontré Manon qui en fait est une femme qui a déjà eu 2 grossesses. Et j'aime bien en fait qu'elle raconte un peu ces moments de ces grossesses, de cet accouchement, parce qu'en fait, lié au comportement alimentaire et au poids, ça a un sens. Et donc elle me raconte que lors de sa 2e grossesse, où elle la débute en obésité, en fort surpoids, elle a un IMC à 30, elle est... Au 3e trimestre, on lui recommande de faire vraiment attention à sa consommation en sucre, sans avoir d'hyperglycémie, sans avoir de troubles métaboliques avec une tension normale, pour pas avoir un trop gros bébé. Mais en fait, on la prévient tout de suite que, vu ce qui s'est passé lors de sa première grossesse, de toute façon, elle aura une césarienne. Donc, il faut savoir qu'en fait, elle n'était pas suivie, je ne la connaissais pas à ce moment-là, on n'avait pas fait un travail sur son comportement alimentaire, mais il faut savoir que ces injonctions, ces conseils ont des conséquences, hein, vous l'imaginez bien, sur son état émotionnel et notamment sur ses prises alimentaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour elle? En fait, ça l'a stressée, elle ne comprenait pas. C'est vrai que dans sa famille, les femmes sont un peu rondes, elles font toutes des gros bébés, et c'est vrai que de toute façon, elle savait qu'elle allait être césarisée puisque la première grossesse avait abouti à ça. Donc elle est dans un état émotionnel un peu désagréable pour elle, ce qui va renforcer en fait un comportement alimentaire à la recherche de réconfort. Quand les émotions sont désagréables, manger calme. Manger permet de réduire le stress. Et elle me dit, entre parenthèses, vous savez, j'ai toujours eu une glycémie normale durant les 2 trimestres de ma grossesse, et j'ai toujours mangé du chocolat. La prise de poids était de 7 à 8 kilos, ce qui n'est pas énorme. C'est vrai que tout le monde aimerait que les femmes enceintes ne prennent pas de poids, mais bon, des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et donc, en réaction, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise à manger encore plus de chocolat à la recherche d'un réconfort qu'elle ne trouvait pas. Puisque le chocolat, tout le monde sait, et c'est faux, hein, ça ne fait pas grossir, mais elle pensait que c'était pas bien, en plus c'est sucré. Donc, plutôt que de manger 1 barre, 2 barres, bon, elle finissait la tablette, se promettant que c'était la dernière fois, mais chaque jour suivant, elle en rachetait. Donc en fait, le fait de centrer sur l'alimentation sans explication, sans accompagnement, ça amène la personne à manger plus, à être dans un inconfort émotionnel, ce qui n'arrange rien. On fait ce qu'on peut, hein. Alors nous, en tant que nutritionnistes, diététiciens, au niveau du gros, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, chaque femme est une personne exceptionnelle, hein, de par son histoire, sa personnalité, son fonctionnement et son comportement alimentaire, et qu'il est important d'être un accompagnant plutôt bienveillant, sans dédramatiser complètement, sans banaliser les choses, mais en les mettant là où il faut, en sachant qu'en fait, le mieux, le parfait, c'est l'ennemi du non réalisable à long terme. Donc on ne va pas discréditer les autres soignants, ça ne sert à rien. On se positionne en accompagnant de la personne. On ne va pas que agiter les peurs, les risques. On va faire un point sur la situation réelle, sur les solutions envisageables, de façon à activer la motivation à la protection à soi, de la personne, pour la motiver au contrôle du danger, ce qui serait, là, dans ce cas-là, il n'est pas fortement identifiable, mais justement, on va poser les choses pour qu'elle puisse comprendre ce qui peut se passer ou ce qui se passe en réalité. Donc, il n'y a pas une solution pour tout le monde, il n'y a pas une recette, mais il y a un chemin pour chacune. Au niveau du comportement alimentaire, en fait, on va amener ces patientes à se reconnecter avec leur corps et à la capacité qu'a celui-ci de se réguler lui-même.
C'est pas évident parce qu'en fait, peu de gens, peu de thérapeutes le font. Mais il se trouve que durant la grossesse, c'est vraiment un moment privilégié pour la femme parce qu'elle est autocentrée et elle est à même de pouvoir mieux s'écouter. Hein. Donc on va l'amener à mieux écouter ses besoins, le besoin énergétique qui est en fait signifié par la faim, donc l'amener à repérer cette faim. On l'amènera aussi à respecter son rassasiement pour qu'elle puisse manger d'une façon plus juste. Et comme parallèlement, aucun aliment ne fait grossir en réalité, ça permet à ces femmes de faire la paix avec leur alimentation, c'est-à-dire qu'elles peuvent manger de tout quand elles en ont besoin, et c'est pour ça que l'accompagnement est important. Il ne suffit pas de leur dire, alors est-ce que vous avez faim? Bon, si vous avez faim, feu vert, vous pouvez manger. Hein. Il faut faire un travail pour qu'elles trouvent ces sensations alimentaires. Et puis aussi qu'elles comprennent que réguler les émotions, c'est manger aussi quand on en a besoin, quand on en a envie, en dehors de la faim. Mais ces prises alimentaires qui sont faites en dehors de la faim sont régulées par les faims suivantes qu'elles vont ressentir. Ça va? Ok. Donc tout ça encourage la femme, et c'est un vrai travail et ça peut être un petit peu complexe, à faire qu'elles comprennent que la régulation est importante, qu'elles peuvent être autonomes et qu'elles vont pouvoir respecter mieux leurs sensations alimentaires, ce qui leur permettra en fait d'avoir une prise de poids adaptée à leur régulation. Voilà, bon, j'ai dû louper des diapos, mais je pense que vous allez m'interpeller, me questionner par la suite. Merci. Eh bien, moi, je vais compléter avec l'aspect plus psychologique de cet environnement. Alors, quand on parle d'obésité, on ne peut pas dissocier du contexte. Et le contexte, c'est un contexte qui est très stigmatisant. Et ces stigmatisants vont avoir une influence sur l'aspect médical que vous avez entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une femme est souvent disqualifiée, donc il va y avoir déjà un retard dans la confiance qu'elles vont accorder à un futur amoureux, conjoint ou futur père. Et on sait que plus la grossesse est tardive, plus elle est compliquée. Donc les effets de la stigmatisation vont déplacer les moments où ce projet va pouvoir être pensé et réalisé. Donc je crois que effectivement les complications médicales sont importantes, mais il faut voir un ensemble. Et l'ensemble est vraiment ce côté stigmatisant et les effets que ça va avoir sur ces femmes. Et quand on entend effectivement toutes ces complications, il y a lieu de faire attention quand on communique. C'est-à-dire qu'une femme obèse dans ce contexte, déjà, se sent coupable. Si on lui dit, si on lui assène sans ménagement, vous risquez de faire un enfant anormal, vous risquez de tuer votre enfant ou vous n'aurez pas d'enfant, il va se passer quelque chose psychiquement qui sera peu favorable. Donc c'est vraiment un moment où il faut faire très attention à la façon dont on communique, à ses propres représentations. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on peut être complètement bienveillant et puis tout d'un coup avoir une échappée stigmatisante qui va effacer toute cette bienveillance. Donc c'est vraiment une chose pour laquelle il faut faire attention en tant que médecin et en tant que personne concernée, peut-être ne pas être à l'affût de ces dérapages, mais pouvoir en parler. C'est-à-dire que quand quelque chose est blessant, pouvoir en discuter, parce que vraiment l'alliance thérapeutique pour le suivi de la grossesse va être très important. Mais pour ça, il faut être quand même un petit peu bien dans sa peau. Or, dans ces disqualifications de la femme, très souvent, elle se disqualifie aussi en tant que future maman. Elle peut se dire, mais voilà, si je ne maigris pas avant, l'enfant qui va naître risque d'avoir honte de moi. Donc, je dois absolument maigrir. Et plus on se dit « je dois absolument maigrir », très souvent, on se retrouve confronté à ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire des troubles du comportement alimentaire parce que cette idée est trop anxiogène, parce qu'il y a eu des échecs à l'amaigrissement avant.
Donc on entretient un cercle vicieux qui va retarder encore le moment de ce projet. Alors, quand on parle d'obésité aussi, on parle beaucoup de conséquences physiologiques, puis on oublie un petit peu qu'à l'origine de l'obésité, il y a un contexte psychologique. Et ce contexte psychologique, lors du projet d'enfant, est très important. Et si vous voulez, on doit tenir compte de cette complexité. Le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier parle de maternalité. Qu'est-ce que c'est que la maternalité? C'est le condensé de maternelle, maternité et natalité. Cette période commence dès l'envie pour la femme d'avoir un enfant et se termine à peu près quand l'enfant a environ 1 an. Donc cette période est source de remaniement psycho-affectif très important. C'est vrai pour les femmes de poids standard, mais c'est vrai aussi pour les femmes obèses qui sont peut-être devenues obèses parce qu'à l'origine, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes d'insécurité, des problèmes d'attachement, des problèmes de relation avec la mère qui vont être réactivés à ce moment-là. Et je pense que tout le monde n'a pas besoin d'aller voir un psy, mais pour des personnes qui sont en grande difficulté, c'est le moment d'y aller, de pouvoir en parler et de ne pas rester isolé avec ça en étant dans un climat soi-même d'insécurité. Alors, face à la maternalité, on parle... Alors, cette maternalité, elle concerne la période, effectivement, de désir d'enfant, mais elle renvoie aussi à son statut de femme et à sa place de femme dans la société. On sait qu'une femme obèse, par rapport à sa place dans la société, c'est peu facile parce qu'on la reconnaît pas comme femme désirable, comme femme désirante. Donc, si vous voulez, à chaque étape, la stigmatisation va changer ou modifier un petit peu tout ce qui se passe. Et si vous voulez, je pense que c'est important de pouvoir exprimer tout ça et d'en avoir conscience. Alors face à la maternalité, il y a aussi la paternalité. La paternalité existe et renvoie aussi à la place de l'homme et à tout ce qu'on peut dire de la maternalité, même si ce n'est pas l'homme qui porte l'enfant. Il est, si vous voulez, il y a une conjonction de tout ça. Il y a aussi la place du couple. Qu'est-ce que c'est que ce couple? Quel est le projet du couple? Si vous voulez, il y a une série de relations qui va impacter un petit peu ce qui se passe psychiquement et psychologiquement autour de la grossesse et du désir d'enfant. Donc, je crois que vraiment, il faut avoir conscience de tout ça et ne pas hésiter à en parler, à se faire aider. Tout le monde n'a pas besoin d'une psychothérapie, mais je crois que les soignants ont besoin de comprendre que c'est une période extrêmement fragile. On la compare d'ailleurs à tout ce qui se passe à l'adolescence, à tous les remaniements qui existent à l'adolescence. Donc je sais que les médecins ne sont pas très formés psychologiquement à la prise en charge de l'obésité et à tout ce contexte de l'obésité, et surtout que l'obésité est comprise dans son sens médical, physiologique, et qu'on a l'impression que le psychologique est secondaire. Et c'est absolument pas secondaire. Et je crois vraiment qu'il faut une alliance de tous ces aspects. Donc, comme je vous l'exprimais un petit peu, cette période particulièrement fragile, c'est une période de remaniement identitaire et qui vont être particulièrement saillants pour une femme obèse. Alors, qu'en est-il de ces injonctions, de cette façon de dire encore et de montrer encore et toujours toute la gravité des facteurs de risque, toute la gravité de cette grossesse particulière. Eh bien, si on compare cette grossesse et l'obésité à d'autres pathologies,
Hier, une intervenante a évoqué l'histoire du lupus. J'imagine qu'effectivement, avoir une grossesse quand on a un lupus, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose pour laquelle il faut prendre des précautions, mais on ne pense pas quelque chose de particulier sur ces femmes qui ont un lupus. Donc, si vous voulez, il ne va pas y avoir la même façon de juger, il ne va pas y avoir les mêmes injonctions. On ne va pas dire à une femme, eh bien, allez guérir votre lupus et revenez, parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Alors pourquoi on fait ces choses-là par rapport à l'obésité, puisqu'on sait en finale que l'obésité, c'est une pathologie qui est quand même très récalcitrante, et que même si on essaie des tas de trucs, eh bien, elle revient et il y a quelque chose qui échappe. Donc je crois qu'il faut vraiment se dire qu'on n'est pas en train de traiter une obésité, on est en train d'aider une femme qui a une obésité, et le souci, ça va être de l'aider. Ça ne va pas être toujours de lui dire « mais vous vous rendez compte de ce qui se passe, vous vous rendez compte de la gravité de votre état ». À la limite, de façon inconsciente, on peut même se dire qu'il y a un désaveu des grossesses chez les femmes obèses. Malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on entend parfois comme retour et comme témoignage de patients. On a entendu, par exemple, une patiente à qui on a dit « mais dans votre état, je ne vous donne pas de contraceptif parce que vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas faire l'amour dans votre état ». Ou on dit à des femmes qu'elles vont être stériles, que dans leur état, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va poser des diagnostics qui sont extrêmement violents, qui vont impacter la personne qui, effectivement, à ce moment-là, va avoir besoin de réconfort. Et le réconfort, on le connaît. Donc, si vous voulez, être bienveillant, c'est faire de la prévention. C'est faire de la prévention pour ne pas réactiver certaines complications, pour ne pas réactiver les troubles du comportement alimentaire. Par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, je pense que vraiment ne pas réactiver les problèmes, c'est déjà une bonne prévention. J'ai envie de dire aussi que dans cette complexité, on ne peut pas tout mettre sur le dos des médecins ou tout attendre des médecins. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir entre médecins, entre personnes concernées et entre associations qui vont lutter pour, effectivement, pour la reconnaissance de certaines maltraitances, de certaines méconnaissances. Et je pense qu'on n'est pas des ennemis les uns pour les autres, mais qu'il y a un énorme travail pour respecter un vrai désir, parce qu'un désir d'enfant, quelle que soit sa pathologie ou son statut, c'est à respecter. Alors, bon, je me présente, Gérard Apfel-Lorfer, je suis psychiatre et je m'occupe de problèmes d'obésité et de troubles du comportement alimentaire depuis très longtemps. Alors, ce que je voulais dire, c'est peut-être parler un petit peu d'amour, ou peut-être pas finalement, parce que c'est un mot que j'aime pas trop, amour. Je ne sais pas très bien, je trouve que c'est un mot valise et on ne sait pas très bien ce que ça cache derrière. C'est un mot trop vague, trop général. Et finalement, je ne vais pas vous parler d'amour, je vais vous parler de séduction et d'empathie. Le problème de la séduction, c'est que pour séduire, il faut avoir une estime de soi suffisante et que la stigmatisation à laquelle qui est faite sur les obèses va empêcher cette estime de soi de se construire, parce que cette stigmatisation va générer de la honte. Vous êtes stigmatisé, vous intégrez cette stigmatisation, vous la faites vôtre, vous finissez par être plus ou moins d'accord avec cette stigmatisation, c'est-à-dire que vous finissez par penser qu'après tout c'est vrai, vous n'êtes pas si bonne que ça, vous êtes nul, vous n'arrivez pas à maigrir, vous êtes véritablement moche et que vous n'arrivez pas à changer ça. Et de ce fait-là, vous êtes honteux. Et quand vous êtes honteux, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous vous cachez. Le signe de la honte, c'est de faire ça. Hein. C'est de cacher ses yeux et d'essayer de se mettre dans un petit trou de souris. Bon, c'est mal parti pour la séduction. Hein. Parce que la séduction, c'est exactement le contraire. Quand on veut séduire quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met en place ce qu'on peut appeler un leurre,
qui va faire saillie. Il s'agit d'arriver à capter l'attention de l'autre pour fixer cette attention sur ce leurre. Le leurre en question, c'est souvent une caractéristique physique, c'est du maquillage, c'est aussi des comportements comme des comportements de séduction, justement, chanter, raconter des belles histoires, danser, se mettre en valeur, et donc donner un spectacle qui va capter l'attention. Et quand cette attention est fixée sur ce leurre, eh bien à ce moment-là, la personne devient très influençable et nous avons du pouvoir sur elle. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens adorent être séduits, c'est pour ça que ça marche. On adore qu'on fasse sur nous quelque chose qui nous séduise et qui nous détourne de nous-mêmes. C'est ça à quoi ça sert la séduction et le fait d'être séduit. C'est que nous nous oublions et nous n'allons faire que un avec la personne, ou avec le leurre en l'occurrence, et avec la personne qui nous séduit. Et ça, c'est vraiment très très agréable. Et donc, la séduction, finalement, marche assez bien parce que les séduits sont d'accord. Et ça ne marche d'ailleurs bien que quand les séduits sont d'accord. Alors, si on était dans un monde dans lequel il n'y avait pas de stigmatisation de l'obésité, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, les obèses seraient à l'aise dans leur corps, ils seraient bien contents d'être gros, ils se trouveraient beaux. Excusez-moi. On n'a même pas une bouteille d'eau ici. Incroyable. Ils se trouveraient beaux, donc les obèses, et donc ils n'auraient aucun mal à séduire. Et c'est probablement ce qui se passait il y a encore pas si longtemps que ça, finalement. On peut remonter, disons, au XVIIIe siècle. Et à l'époque, les femmes qui avaient de la cellulite, qui étaient grosses, très charnues, se trouvaient belles, on les trouvait belles et n'avaient pas de comportement de honte et pouvaient séduire comme tout le monde, et même mieux que tout le monde, parce que justement, elles présentaient toutes les caractéristiques de la beauté, parce que la beauté est quelque chose qui est sous l'effet de la mode. Alors donc, elles séduisaient bien, et il n'y avait pas de problème. Et finalement, c'est la stigmatisation qui a créé le problème de la séduction. C'est pour ça que les femmes obèses aujourd'hui, stigmatisées et honteuses, n'arrivent plus à séduire. Le problème que nous rencontrons, c'est que cet état de stigmatisation est tout à fait général dans la société. Il est tellement général que, c'est-à-dire qu'il concerne tout le monde, le public, les grandes personnes, les médecins qui sont des grandes personnes habituellement, qui ont intégré exactement les mêmes stéréotypes que tout le monde en fait. Les stéréotypes qui nous font dire que les personnes obèses sont laides, n'ont pas de volonté, ne sont pas intéressantes, sont sales et n'ont pas d'amis. Et donc ces stéréotypes-là sont très puissants, y compris dans le corps médical. On voit bien que, même chez les enfants, on a fait des études, les sociologues ont fait des études sur les enfants, et on s'est aperçu que ces stéréotypes que je viens d'énumérer étaient tout à fait existants chez des enfants de 4 ans. Donc ça commence extrêmement tôt, c'est-à-dire que cette stigmatisation de l'obésité est vraiment inscrite dans notre culture au jour d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait, puisque c'est inscrit si profondément? Est-ce qu'on va se battre pour lutter contre la stigmatisation? Oui, bien sûr qu'on va se battre pour lutter contre la stigmatisation. Mais en même temps, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Hein. On ne va pas supprimer la stigmatisation des personnes obèses comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps si on y arrive. Et donc, nous, en tant que thérapeutes, ce que nous avons à apprendre à nos patients, c'est la survie en milieu hostile. Il va falloir leur apprendre à faire face à cette stigmatisation. Et pour ça, nous avons un certain nombre d'outils, l'entraînement aux habiletés sociales, comment faire face à des situations
où ils sont stigmatisés, et puis des thérapies cognitives et comportementales pour savoir comment se débrouiller avec sa honte. Je vais dire un petit mot aussi sur encore la différence entre la séduction et l'empathie, parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous parler de la séduction et de l'empathie. La séduction, je vous l'ai dit, donc c'est une conduite, c'est un comportement qui consiste à capter l'attention de l'autre, à fixer cette attention sur un leurre, et une fois qu'on a fait ça, finalement d'avoir du pouvoir sur cette personne, et donc de pouvoir l'influencer. Et c'est très drôle de faire ça, c'est très drôle de séduire, c'est un jeu, et c'est très drôle d'être séduit, et on s'amuse beaucoup quand ça marche. Et c'est à partir de là que naît le désir et les rapports sexuels. Donc la séduction est quelque chose d'essentiel dans la reproduction. La séduction est quelque chose, c'était un système de communication très archaïque qui existe dans le monde animal à tous les niveaux, y compris chez les animaux les plus primitifs. Et on peut même dire que ça existe dans le monde végétal, puisqu'après tout, les fleurs séduisent les insectes à des fins de reproduction. Donc c'est quelque chose de vraiment très général dans le monde vivant. Alors que l'empathie, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est cette capacité que nous avons à comprendre les émotions de l'autre, les sentiments de l'autre, et à comprendre ce que les autres pensent. Ah, ça c'est vraiment gentil. C'est juste au moment où ça commençait à aller mieux, là, mais... Merci. Et donc cette empathie, eh bien, c'est quelque chose de très complexe et il faut un très gros cerveau pour y arriver. Et dans ce cerveau, on a repéré un certain nombre de neurones qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont des neurones essentiels à cette capacité empathique que nous avons, donc, de comprendre les sentiments et les émotions et les pensées de nos interlocuteurs, et donc de pouvoir, finalement, alors ça sert beaucoup à ça, à apprendre par imitation. On apprend ce que l'on voit pratiquer, nous sommes capables d'imiter, mais aussi nous sommes capables d'imiter les émotions et les sentiments des autres et les pensées des autres, c'est-à-dire finalement de les comprendre en l'occurrence. Et donc on a dit les obèses ne sont pas très doués pour la séduction parce qu'ils se l'interdisent du fait de leur honte. Et par contre, ils sont très doués pour l'empathie. L'empathie, à partir du moment où on ne s'aime pas, où on pense que nous ne sommes pas intéressants, eh bien, c'est très logique d'aller s'intéresser à des gens intéressants, beaucoup plus intéressants que nous, les autres, et donc de s'intéresser beaucoup aux autres. Donc, chez les personnes obèses, on retrouve très fréquemment ce profil de personnes très empathiques, très compréhensives vis-à-vis des autres, très intéressées par les autres, très intéressées par les émotions des autres, très intéressées à comprendre les autres. Et d'ailleurs, on a remarqué que les personnes obèses choisissaient par exemple beaucoup des métiers d'aide, le care, comme on dit, ou bien des métiers de communication, parce qu'ils sont très doués pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas doués pour la séduction. Ça veut juste dire que du fait de leur honte, ils ne s'autorisent pas la séduction. Mais en fait, à partir du moment où cette honte est surmontée, ces personnes obèses peuvent séduire, comme au XVIIIe siècle, tout à fait très bien. Et ça, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure si le sujet vous intéresse. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire en préambule. Et maintenant, je vous propose de poser des questions ou de donner des avis en précisant que les questions et les avis sont doivent surtout être le fait de personnes non professionnelles. La salle est ouverte aux professionnels, mais on préférerait que ce soit les personnes non professionnelles qui posent des questions et non pas les professionnels de santé. Je suis tout à fait d'accord quand il me dit que le mot amour n'est pas adapté par rapport à certaines choses, mais c'est plutôt la séduction, etc. Car moi, j'ai vécu un mariage durant 6 ans. C'était un mariage arrangé, donc je ne connaissais pas du tout la personne. J'ai essayé de l'aimer, entre guillemets. Et du coup, pour essayer de l'aimer, pour essayer d'avoir un peu d'amour, j'ai essayé justement tout ce que vous avez parlé de séduction, sachant que je suis une ancienne obèse. J'étais dans les 115 kilos à l'époque.
Voilà. Donc j'ai eu du mal, par exemple, à me déshabiller face à lui. C'était mon premier homme, c'était la première fois que ça se passe. Donc je suis tout à fait d'accord dans votre avis à vous sur ce que vous me dites. On est plus empathique que... j'ai quand même essayé beaucoup la séduction, mais le retour, c'est pas forcément évident. C'est pas que la femme qui doit justement essayer de séduire, mais aussi l'autre. Alors, vous avez tout à fait raison. On ne séduit que les gens qui sont d'accord pour être séduits, c'est ce que je disais. Et on ne peut pas séduire tout le monde. Hein, ça, c'est un constat. On peut séduire les gens qui sont prêts à être séduits par nous. Et donc, c'est valable pour tout le monde. Hein, il y a une sorte d'alchimie qui se fait dans la séduction et les gens habiles repèrent les gens qui pourront finalement être séduits par eux. Et donc, ils vont s'attacher à séduire ceux-là. C'est un des problèmes, justement, mais ça c'est pas une réponse, c'est pas une réponse à votre cas. Ce que je vais dire là, c'est un problème pour un certain nombre d'obèses qui ne s'aiment pas, qui ont une estime de soi très faible, et qui partent de l'idée que quelqu'un qui serait prêt à être séduit par eux, par elles, est quelqu'un qui n'a pas de valeur, puisque eux-mêmes n'ont pas de valeur, et qui donc vont se tourner vers les gens qui ne s'intéressent pas à eux ou à elles, en pensant que des gens qui ne s'intéressent pas à eux ou à elles ont forcément meilleur goût, puisqu'ils n'ont pas le mauvais goût de s'aimer. Moi, j'avais appelé ça le syndrome de Groucho-Marx, mais je viens de m'apercevoir que plus personne ne connaissait Groucho-Marx. Qui c'est qui connaît Groucho-Marx ici? Il y en a encore quelques-uns quand même. Hein. Ah ben c'est bien ça. Parce que Groucho-Marx, qui était un comique des années 20 ou 30, avait sorti un jour cette phrase « Jamais je n'accepterai de faire partie d'un club qui accepterait un type comme moi pour membre ». Et donc traduit en termes de séduction, c'est « Jamais je ne pourrais être séduite par quelqu'un qui aurait le mauvais goût d'être séduit par moi ». Donc dans cette situation-là, on va se mettre à courir après les gens qui ne sont pas intéressés par nous et dédaigner les gens qui sont intéressés par nous. Ça a peu de chances de marcher. Mais dans votre cas, ce n'était pas le cas, puisque c'était un mariage arrangé. Mais bon, les mariages arrangés, justement, c'est un peu la loterie. Hein. On prend un billet, puis on voit bien ce qui se passe. Exactement. Donc là, vous avez peut-être tiré le mauvais billet. Oui. Pendant 6 ans. Je confirme ce que vous avez dit, parce qu'avant, j'étais obèse, j'avais plein d'amis, mais je séduisais personne. Alors c'était très frustrant pour moi. Aujourd'hui, je ne m'en coupe pas avec moi. Et j'ai la peur de tomber enceinte, parce que avant, on me disait, tu es obèse, il faut faire très attention. Et maintenant, on me dit, tu as passé l'âge. Et j'ai peur de nouveau me trouver tout ronde et de ne pas reperdre ces kilos. J'ai souffert beaucoup pour cette rondeur. Aujourd'hui, je les plais parce que je suis comme ça et j'ai peur que les rondeurs reviennent et que je ne plaise plus. Si je comprends bien, c'est les rondeurs de la grossesse. Oui. Effectivement, je pense que vous pouvez être aidé dans ce moment-là et que ce n'est pas automatique. On remarque que tout le monde ne prend pas énormément de poids. Et si vous voulez, je ne sais pas de quelle façon vous avez pu perdre du poids, mais je pense que vous avez acquis une expérience autour de ça et que vous pourrez effectivement gérer cette façon. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel. C'est que vous avez réussi dans votre parcours à créer un équilibre, l'équilibre que vous avez maintenant. Et en fin de compte, vous êtes celle maintenant qui a créé cet équilibre et qui a peut-être des clés pour ne pas avoir des troubles du comportement alimentaire, pour ne pas se contrôler aveuglément. J'espère que vous avez acquis un équilibre suffisant pour qu'il n'y ait pas effectivement ces prises de poids spectaculaires, mais de toute façon, avec cette fragilité, vous pouvez voir des spécialistes qui vont vous aider. Vous n'allez pas être seul avec tout ça. La grossesse, en tant que gynécologue, est une période où on est très fragilisé sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est important d'être bien entouré parce que, mine de rien, 9 mois, c'est long. Et
Et cette période de fragilité, il faut s'attendre à être déstabilisé et effectivement savoir à qui faire appel lors de ces déstabilisations. Mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir se faire confiance. Vous saurez trouver des choses en vous et puis avec les gens qui vous accompagnent pour mener à bien cette grossesse. Mais c'est vrai qu'il faut s'attendre, se préparer à être déstabilisé, parce que c'est vrai qu'une grossesse, c'est déstabilisant. Effectivement de déstabilisation, mais je pense qu'en fait cette phase-là, elle vient après, en fait, à l'arrivée du bébé, plus que quand on vit une belle grossesse et qu'on n'a pas de soucis. Moi, ça a été le cas. J'ai eu une belle grossesse avec effectivement un poids moindre qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette période de déstabilisation, pour moi, en fait, elle est venue donc à l'arrivée du bébé et les mois qui ont suivi. Et une reprise du poids, enfin une prise de poids quand même assez conséquente, quoi. Voilà. Déjà, la phase du postpartum, les 6 semaines qui suivent l'accouchement, sont une phase hormonalement très très déstabilisante. Et puis après, il faut retrouver son équilibre. Et c'est vrai qu'on s'éloigne des problèmes de la grossesse, mais effectivement, on trouve d'autres choses, un environnement complètement différent, trouver sa place dans la société en tant que maman, etc. Mais c'est vrai que déjà, rien qu'hormonalement, la grossesse et le postpartum, c'est très très déstabilisant. Est-ce que vous avez fait des études comparatives sur d'autres critères d'apparence comme la couleur de la peau dans la séduction et moi j'ai déjà un enfant, mais c'est vrai que j'ai pris du poids et je suis séparée aujourd'hui. Et je voulais savoir si vous avez fait des études sur l'apparence, les origines ethniques, la couleur de la peau, et voilà ce que vous en pensez. Je ne connais pas d'études sur les problèmes de séduction par rapport à la couleur de la peau. Ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup étudié. Je ne sais pas s'il y a vraiment des études là-dessus. Je pense que le problème ne peut se poser que dans la mesure où il y a de la honte. C'est la honte finalement qui pose les problèmes. Et est-ce que s'il y a de la honte par rapport à la couleur de la peau, s'il y a de la honte par rapport à une autre caractéristique physique, à ce moment-là, effectivement, il pourrait très bien y avoir des problèmes. Il y a des nouveaux modèles de poupées Barbie qui sortent pour montrer la diversité, de la beauté. Donc c'est dans ce sens-là que je posais cette question. Aujourd'hui, on s'est aperçu que finalement, qu'on avait promu dans la société qu'un seul modèle de beauté, hein, en fait la poupée Barbie, et qui est un modèle de beauté impossible, puisque la poupée Barbie n'existe pas. Aucune femme ne peut être la poupée Barbie. Il faut un chirurgien esthétique pour transformer une femme en poupée Barbie. Le physique de la poupée Barbie n'est pas naturel. Donc, il y a le pourcentage de femmes qui est même transformable en poupée Barbie est tout à fait dérisoire par rapport à la population des femmes. Et donc, on a promu pour toutes les femmes un modèle impossible. Et fort heureusement, maintenant, on en vient à cette idée qu'il y a plusieurs façons d'être belle, il y a plusieurs façons d'être beau. Et donc, effectivement, de proposer ça dans la société. Il y a, par exemple, pour Mattel, qui sort les poupées Barbie, effectivement, ils ont sorti une poupée noire, ils ont sorti une poupée qui a des formes arrondies aussi. Je ne dirais pas obèse, parce qu'elle n'est pas obèse. Je ne sais même pas si elle est en surpoids, cette poupée. Elle est juste un petit peu ronde, disons. Par rapport à la question que la dame a posée, je me suis un petit peu renseignée parce que je travaille avec une population, on va dire, qui sont plus Centrafrique. Une femme ronde chez vous, c'est la richesse et la santé. C'est comme ça que c'est vu chez vous. Mais en Europe, c'est peut-être un peu plus différent. En Europe, des femmes, on va dire, de couleur noire veulent plus, on va dire, elles ont plus un complexe au niveau de la couleur de leur peau, au niveau des formes, etc. Il y en a beaucoup, hein. Moi j'en vois beaucoup, mais chez vous c'est signe de santé et de richesse. C'est d'études que j'ai eues moi-même auprès des femmes. C'est pas forcément méchant, c'est beau. Moi j'ai une question par rapport à la formation des médecins, pour savoir s'ils ont des modules de formation quand ils rencontrent des personnes obèses ou en surpoids, s'ils ont une éducation d'approche pour ces patients-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que patients,
qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que c'est vachement compliqué d'être devant un médecin qui vous discrimine et lui dire c'est bon, c'est abusé ce que vous nous dites. Et parce que le médecin, il est tout puissant face au patient. Donc je voulais savoir comment on pouvait faire. Non, j'ai pas l'impression d'avoir reçu une formation. On a des cours sur l'obésité, mais d'un point de vue strictement médical, toutes les complications liées à l'obésité, tous les problèmes médicaux causés par l'obésité. Et non, on n'est pas du tout formé. Après, en fonction des gens qu'on rencontre et en fonction des circuits, là, le fait de faire partie d'un circuit et de travailler avec des nutritionnistes, enfin, en tout cas pour moi, a été très formateur parce que justement d'essayer de voir ce qui est possible, pas possible en termes de marge pondérale, d'accompagnement, ça c'est très formateur. Mais c'est vrai que je pense que vu l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité dans la population mondiale et notamment française, il faudrait qu'on soit un petit peu plus formé. Après, à quel moment il faut avoir cette formation, je ne sais pas si c'est pendant l'externat pour tout le monde ou pas plutôt pendant l'internat, en fonction des pathologies auxquelles on est confronté. Nous, en tant que gynécologue, on est très exposés. Je pense que ce serait particulièrement intéressant, mais il y a peut-être des spécialités où on est moins exposé et pas de la même façon. Mais c'est vrai que c'est je pense, essentiel parce que, comme le disait Sylvie tout à l'heure, parfois nous ne pensons pas à mal, mais nous n'avons pas les bons mots. Et donc c'est vrai que c'est difficile pour nous en tant que soignants à la fois d'informer les patientes, c'est quand même factuel de dire que la fertilité spontanée est diminuée par l'obésité, qu'il y a plus de complications, et c'est vrai que le taux de malformation est proportionnel au surpoids, donc ça il faut à la fois le dire, et puis en même temps dire que toutes les patientes obèses ne vont pas avoir des enfants mal formés. C'est difficile d'à la fois encourager une perte de poids et de ne pas culpabiliser, c'est pas évident. Il faut savoir que l'obésité, c'est une affection chronique au long cours. Donc, si vous voulez, en fin de compte, il faut que ce soit un dialogue permanent avec les soignants. C'est-à-dire que le soignant, il a des connaissances statistiques. Mais vous avez l'expertise de votre parcours. Vous savez des choses sur vous, et c'est en croisant ce que vous savez sur vous avec les connaissances du médecin que vous allez pouvoir avancer ensemble. Plus vous allez prendre cette posture de personnes soumises à une toute-puissance médicale, et moins vous pourrez avoir un dialogue. Donc je crois que effectivement c'est compliqué parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un de très autoritaire et puis qui lance une phrase qui va vous blesser, et puis ça va vous pourrez plus parler. Mais vraiment il faut trouver la possibilité de trouver un chemin de confiance. C'est très difficile parce qu'on est à l'affût des dérapages. Donc c'est effectivement se rendre compte qu'on est blessé, que le praticien qu'on a en face de vous, il ne va pas forcément vous dire des choses, ou même s'il dit des choses, ce n'est pas malveillant. Donc c'est à la fois effectivement un changement peut-être de la façon dont vous êtes avec un médecin, parce que dans ces pathologies, je crois que ça peut être qu'un croisement d'expertise individuelle et de connaissances beaucoup plus théoriques. Je pense que le problème, il est un peu des deux côtés, je dirais. Il est du côté du corps médical qui n'est pas formé. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un cours sur l'obésité fait aux étudiants en médecine, qui était un cours récent. Et j'ai été extrêmement surpris par ce cours, parce que ce cours aurait pu être un décalque d'un cours qu'on m'aurait fait pendant que j'étais étudiant en médecine il y a 40 ans. Il n'y avait rien de changé. Il n'y avait aucun élément de description des troubles du comportement alimentaire possibles chez les personnes obèses. Il n'y avait rien sur la psychologie. Il n'y avait rien sur les problèmes psychologiques que peuvent rencontrer les obèses, soit en étant obèses, ou soit lorsque, par exemple, on fait de la chirurgie bariatrique. Il n'y avait rien là-dessus. Et ça m'a quand même beaucoup surpris de voir que voilà, c'est ça qu'on apprenait aux étudiants en médecine, en définitive. Donc les médecins ne sont pas véritablement formés à la compréhension de ce que les patients obèses peuvent ressentir, peuvent vivre,
et sont toujours dans l'idée que c'est purement une affaire de volonté, que ce n'est pas une maladie chronique, que c'est juste une affaire de volonté chez leurs patients. S'ils ne maigrissent pas, c'est qu'ils ne veulent pas maigrir. Et donc là, bonjour les stéréotypes qu'on a dit tout à l'heure. Mais d'un autre côté, il y a aussi quand même, du côté du patient, cette facilité finalement à accepter de subir son médecin. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui peut peut-être être changé. Et j'ai un peu l'impression maintenant qu'avec les réseaux sociaux, on s'aperçoit que justement, il y a un vent de révolte qui souffle chez les patients. J'ai vu, par exemple, il y avait des sites où des patients obèses, par exemple, notaient les médecins en fonction de l'accueil qui leur était réservé chez ces médecins-là, faisaient des commentaires. Et donc, maintenant, peut-être que le patient va être moins passif et va peut-être réagir à une sorte de malveillance de la part du médecin. Et je pense que ça serait une bonne chose. Je pense qu'en fait, c'est aussi un problème de société en général. Donc, quelque part, c'est à nous, les obèses, de nous accepter déjà. Et je pense que plus on s'accepte, plus il est facile de se faire accepter par les autres en tant que personne et pas uniquement en tant qu'obèse. À la limite, il faudrait bien qu'on ait dans notre tête que le fait d'être obèse est l'une de nos caractéristiques et pas nous. Nous, on est une personne. Entre autres, on est soit roux, soit blond, soit obèse, soit mince. Mais il faut déjà qu'on intègre ça pour pouvoir faire face aux gens qui nous agressent probablement sans... Enfin, pas toujours de façon malveillante, mais parce qu'ils sont tout simplement victimes de notre culture qui fait que les obèses sont stigmatisés, pris pour des gens mous, sans volonté, etc., quoi. Et à partir du moment où nous, on s'est accepté en tant que tel, c'est plus facile d'agir et de faire comprendre aux gens que non, on n'est pas ça. Mais bon, c'est vrai que vis-à-vis des médecins, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a encore pas mal de médecins qui se pensent au-dessus de tous parce qu'ils détiennent le savoir et le diplôme, en quelque sorte, qui dit qu'ils sont savants. Mais après, ils ne sont pas tous comme ça, et je pense que c'est bien de changer de médecin quand on a affaire à quelqu'un d'un peu obtus, quelque part. Moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai toujours été ronde. Bon, maintenant, je suis en surpoids assez grave, mais j'ai 62 ans, donc... Et j'ai compris trop tard qu'il fallait plutôt se mettre d'accord avec la nourriture plutôt que de s'imposer des régimes. Quand je faisais des régimes, en tout cas, par contre, moi j'ai trouvé que la pré-naissance m'a aidée à maigrir. Alors je ne sais pas s'il y a un rééquilibrage hormonal qui facilite la perte de poids, mais bon, ça ne m'a pas empêché de reprendre du poids après puisque j'avais fait un régime qui était qui était un régime en fait. Les seules études sur la perte de poids dans le postpartum sont des études pro-allaitement, où on prouve que l'allaitement favorise la perte de poids. Mais on n'a finalement pas tant de données que ça. Et puis, il y a moins d'allaitement chez les femmes obèses. Donc, je ne sais pas si cela peut répondre à votre question. Concernant les médecins, effectivement, je pense qu'il y a des médecins qui... n'ont pas forcément le savoir adapté aux patients obèses ou qui n'ont pas forcément de bienveillance, ça peut arriver, mais il y a aussi pas forcément une malveillance, mais juste pas de temps et pas de moyens, parce que finalement, moi je vois en gynéco, que ça soit tous les moyens de la vie gynéco, à l'étape contraception, à l'étape fertilité, à l'étape... suivi de grossesse et à l'étape après, tout ce qui est prise en charge de la ménopause, le fait d'avoir devant nous une patiente obèse, ça rallonge notre consultation parce que c'est plus compliqué de faire un examen gynéco, plus compliqué de dépister un cancer du sein, plus compliqué de trouver une contraception adaptée en respectant les contre-indications. Et c'est vrai que parfois,
comme on est quand même soumis à beaucoup de pression de par notre hiérarchie pour faire le plus de consultations possible en une demi-journée, qu'on n'a pas forcément des moyens adaptés avec des brassards adaptés, il faut aller le chercher à l'autre bout du couloir, le brassard adapté, la table ne va que jusqu'à 140 kg. C'est vrai que il peut y avoir, je pense, une démotivation des médecins en se disant j'ai une patiente obèse, oh là là, j'en ai pour une demi-heure, et c'était juste la journée où j'avais 4 ajouts, et donc c'est pas forcément de la malveillance, mais un peu de découragement parce qu'on n'a pas forcément les moyens mis à notre disposition. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, dans notre circuit, on essaie de faire un circuit bienveillant de A à Z. Pour la contraception, pour le désir de grossesse, pendant la grossesse, un accès facile à la diabéto si on a un diabète gestationnel, au nutritionniste si on sent que la nutrition est déséquilibrée, et puis à l'obstétrique où on est bien accueilli, il y a des chaises adaptées, il y a une table adaptée, il y a du personnel formé. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a des endroits qui sont quand même plus à l'aise que d'autres parce qu'ils ont plus de moyens aussi. Comme la société n'est pas encore tout à fait formée pour accueillir partout de manière adaptée les obèses, il faut aussi être conscient que voilà, l'obésité, c'est pas anodin, c'est une pathologie chronique et qu'il y a certains endroits où on est mieux accueilli que d'autres. C'est vrai. Mais bon, il va falloir s'y mettre parce qu'il y a de plus en plus d'obèses, malheureusement. Oui. En France, les statistiques montrent que le taux de l'obésité c'est stabilisé et qu'il n'y a plus d'augmentation de l'obésité, que la France est un des pays d'Europe et probablement le pays d'Europe où il y a le moins d'obésité avec l'Italie. Et c'est aussi intéressant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi intéressant de se demander pourquoi. Et donc, il ne faut pas non plus dramatiser cette obésité, dire que voilà, c'est une sorte de raz-de-marée. Alors c'est vrai, c'est un raz-de-marée, mais surtout d'abord dans les pays anglo-saxons et ensuite dans les pays qui sont en train de s'enrichir. Au moment des premières générations qui ont accès à des nouveaux aliments qu'ils ne savent pas manger. Et donc dans ces pays-là, effectivement, il y a une obésité croissante. Mais en France, ce n'est pas tout à fait vrai de le dire. Enfin, ce que je remarque, suite à ce que vous dites, c'est que finalement, enfin, à mon sens, la France et l'Italie sont parmi les pays où on mange le mieux gustativement, je veux dire. Eh oui. Alors, c'est justement, effectivement, je ne voulais peut-être pas en parler parce que ce n'est pas le sujet, mais effectivement, peut-être que le plaisir à manger et le fait de rechercher des bons aliments, de les manger attentivement, parce que s'ils sont bons, on va les manger attentivement, eh bien, est peut-être un facteur de protection contre l'obésité. Ouais. Moi, depuis que j'ai arrêté les régimes, parce que je trouvais que je grossissais de plus en plus, j'ai des variations, certes, mais je ne m'impose rien du tout. J'essaie juste d'écouter mon corps et j'ai arrêté de grossir. Donc, j'estime qu'à 62 ans, c'est déjà un progrès. On a beaucoup abordé donc, la séduction, l'amour. On a aussi abordé la fécondité, la grossesse, le postpartum, etc. Il y a un volet aussi, par contre, qu'on n'a pas abordé comme il se doit, c'est la sexualité. Comment la femme obèse vit sa sexualité, dans sa féminité, dans sa sensualité, dans son rapport à l'image corporelle nue de la femme qui est nue. Voilà, vous voulez poser cette question-là parce que je trouvais qu'on parlait à la fois d'avant, du après, mais pas de l'acte de reproduction qui est la sexualité, qui peut être difficile aussi à vivre quand on a un corps qui n'est pas forcément représentatif de ce qu'on attend dans les médias ou dans peu importe la société, etc., qui est de plus en plus jugeante et dure, d'ailleurs avec le corps des femmes. Donc voilà, je voulais un peu... La sexualité, c'est dans l'intime, c'est-à-dire que ça va concerner les deux personnes, qu'on ne peut pas faire de généralité. Alors je sais que c'est vraiment un questionnement, et on a l'impression que c'est différent. C'est absolument pas différent. Ce qui est différent, c'est effectivement ce malaise par rapport à son corps. Donc quand vous posez cette question, quelle question vous posez là-dessus ? C'est comment travailler sur l'estime des femmes ? C'est leur dire que la sexualité d'une femme obèse est identique à celle d'une femme mince. Je sais que ça interroge beaucoup les gens qui ne sont pas concernés. Ils ont l'impression qu'ils pensent à des positions acrobatiques ou je ne sais pas quoi, et ça leur semble étrange. C'est-à-dire que déjà, que des personnes obèses puissent avoir une sexualité, ça leur semble extraordinaire. Mais quand soit on est impliqué,
eh bien, en fin de compte, on est impliqué dans l'intime et dans un dialogue avec quelqu'un. Et si ce quelqu'un vous a choisi pour avoir un rapport avec vous, c'est que, en fin de compte, votre corps, vous allez, par l'intermédiaire de la sexualité, avoir un échange de plaisir et que c'est pas lié à une silhouette. C'est lié effectivement à ce lien particulier et à ce moment particulier. Donc quand vous avez posé la question, en fin de compte, c'était quoi votre question ? Elle touchait quoi ? Ça, c'était le malaise, c'était tout ça. D'accord, c'était comment faire pour se sentir mieux, c'était quoi ? Oui, c'est ça. C'était effectivement, effectivement, il y a des prises en charge diverses et variées où on va effectivement vous aider à visualiser votre corps, à le toucher, à être plus à l'aise que vous ne l'êtes. Mais je pense que ça, c'est on ne peut pas théoriser là-dessus. C'est un parcours individuel qui va vous aider à effectivement ressentir le plaisir peut-être d'être massé, ressentir le plaisir d'aller à la piscine, de sentir l'eau sur votre corps. C'est tout un parcours de votre corps pour le faire exister. Parce que quand on a des problèmes de poids, en général, on le met de côté. C'est-à-dire que, et comme les gens disent très fréquemment, comme vous avez un beau visage, eh bien, on s'en tient à ce beau visage et puis le corps, on le met aux oubliettes. Donc, en fin de compte, la sexualité, c'est retrouver les sensations dans son corps. C'est avoir un parcours pour retrouver ces sensations-là. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure, lorsqu'elle nous a dit qu'elle était obèse, comme elle était blonde, comme elle avait les yeux bleus et la peau blanche. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment une très très grande différence. Je ne suis pas obèse comme une caractéristique, mais comme une maladie. Et la peau blanche ou noire ou la couleur que vous voulez, ça n'est pas une maladie, c'est effectivement une caractéristique. Donc il y a vraiment une très très grande différence. Et tant que le médecin ne va pas prendre en compte, et l'entourage ne va pas prendre en compte le fait que c'est une maladie, et une maladie chronique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il va suivre le patient tout au long de sa vie, même si les symptômes physiques ne sont plus là, la maladie reste. Et pour revenir sur l'aspect amour, fécondité et kilo, il me semble aussi qu'on n'a pas évoqué un autre point, qui est que parfois, c'est la grossesse qui va révéler la maladie. C'est-à-dire qui va mener la patiente à devenir obèse, voire même obèse sévère. Moi, je ne suis pas du tout confrontée à ces patientes-là. Moi, je suis plutôt confrontée aux patientes infertiles qui, à ce moment-là, se rendent compte que l'obésité est un problème, qui n'avaient jamais eu de problème jusque-là. J'ai des femmes quand même globalement jeunes qui n'ont aucune complication de leur obésité et qui viennent juste parce qu'on leur a dit « on ne vous prendra pas en charge si vous ne maigrissez pas ». Et donc moi, j'ai plutôt face à moi des patientes jeunes avec une obésité variable entre un IMC à 30 et 50 et qui ont un impératif de perte de poids pour la réalisation d'un projet bébé. Et c'est vrai qu'on a des femmes qui n'avaient pas forcément envie de maigrir, qui n'avaient pas ce projet-là, qui n'avaient pas la mesure de ce surpoids, parce que la prise de poids est parfois insidieuse au fil des années. Et donc moi, j'ai pas forcément ces patientes-là qui sont obèses après l'accouchement, mais plutôt des patientes qui sont obèses avant la procréation et qu'on essaie d'accompagner dans leur désir de grossesse, soit en améliorant leur fertilité spontanée, soit en passant vraiment en AMP et en effectivement mettant ces patients dans un circuit qui, du coup, médicalise l'obésité. Donc ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients, mais nous, on pense qu'à long terme, c'est quand même très bénéfique, effectivement, de considérer l'obésité comme une pathologie. Moi, j'ai envie d'ajouter qu'effectivement, il n'y a peut-être pas qu'une réflexion somatique à apporter. Il faut voir quel est le contexte, parce que cette période-là, c'est une période tellement de remaniement, il y a tellement d'enjeux qu'il peut y avoir aussi psychologiquement des choses importantes. Donc je crois que c'est difficile d'avoir simplement une réponse
somatique, il faut voir tout l'environnement. Il faut voir cet environnement. Il faut voir aussi ce qui s'est passé pour cette personne avant sa grossesse. Peut-être que c'était une personne qui était en permanence sous contrôle, en permanence au régime, et puis au moment d'avoir son enfant, très prise par le manque de sommeil, par le temps de s'occuper de son enfant, peut-être que cet hyper-contrôle a lâché et que la personne a pris beaucoup de poids parce qu'elle n'est plus dans le contrôle et qu'il y a des verrous qui sautent. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais il me semble qu'on ne peut pas, sans voir la personne, sans l'interroger, donner une réponse comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent changer un équilibre, et cet équilibre, il est psychologique et physique. Moi, j'aimerais savoir en quoi le fait d'être obèse peut influer sur la fécondité. Les études, la littérature internationale rapporte un délai de conception allongé en cas d'obésité et de façon proportionnelle. Donc on estime que le délai moyen pour un IMC entre 19 et 25, c'est 9 mois. Et puis ce délai s'allonge avec l'IMC. Donc ça, c'est pour la fertilité spontanée. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a plus de troubles du cycle. Il y a moins d'ovulation. Donc les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques ont plus souvent des cycles longs que les patientes qui ont un poids normal. Il y a aussi des problèmes d'anovulation centrale avec un axe qui peut se mettre au repos par l'intermédiaire de la leptine. Ça, c'est un petit peu moins souvent. Le plus souvent, c'est quand même le syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, nous, on est quand même confrontés maintenant de plus en plus à l'âge. L'âge moyen de la première grossesse recule. Et les patientes obèses, parfois, vont consulter dans des centres où elles sont refusées. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus des patientes âgées. Alors, âgées, pour moi, c'est... j'ai une idée différente de la moyenne, mais pour moi, c'est 40 ans, donc qui ont des réserves ovariennes qui commencent à diminuer. Et donc tout ça est responsable de baisse de l'ovulation, et même à ovulation normale, un allongement du délai de conception. Et chez les patientes qui doivent passer en assistance médicale à la procréation parce qu'il y a un problème de trompe ou parce qu'il y a un problème de sperme, eh bien on a un petit peu moins de réponse à la stimulation, donc on doit utiliser des doses de gonadotrophine plus hautes. Alors est-ce que c'est un problème de graisse sous-cutanée avec une absorption qui est différente ? On ne sait pas très bien, mais en tout cas il y a besoin de plus de doses d'injection. Il y a moins d'ovocytes retrouvés à la ponction ovocytaire. Ça se joue à 1 ou 2 près, c'est pas non plus, ça passe pas de 10 à 0, mais en moyenne on retrouve une quinzaine d'ovocytes par patiente, et chez les patientes obèses on en retrouve plus une dizaine qu'une quinzaine. Et puis, une fois les ovocytes retrouvés, on essaie de faire des embryons, et il y a un petit peu moins d'embryons, et il y a surtout un petit peu moins d'implantation. On pense que chez la patiente obèse, il y a un dialogue embryon utérus qui se fait moins bien, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a moins d'implantation, il y a plus de fausses couches. Il y a un risque augmenté de fausses couches multiplié par 3 chez les patientes qui ont un IMC supérieur à 30. Donc tout ça pour dire que la fertilité est moins bonne, mais elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle, et ce n'est pas une raison de ne pas aller en AMP. Quand il y a une raison d'aller en AMP, nous on fait tout pour que les patientes aillent en AMP, même s'il y a des chances un peu diminuées, oui. Ça s'inverse notamment pour les patientes qui ont des troubles du cycle. Les patientes qui ont vraiment un syndrome des ovaires polykystiques et qui n'ovulent pas, une perte de poids même minime, de 5 à 10%, peut restaurer l'ovulation. Et donc, chez les patientes qui ont seulement un trouble du poids, on a tout intérêt à les aider à maigrir. Et nous, dans notre circuit, où il y a certaines patientes qui vont à la chirurgie bariatrique, on a beaucoup de grossesses spontanées dans le groupe chirurgie bariatrique. Après, quand il y a une raison autre pour passer en AMP, une raison spermatique, nous, notre point de vue, c'est qu'il faut quand même passer plus vite en AMP, parce que l'âge est un facteur extrêmement important pour nous. Plus on est jeune, mieux on répond à nos traitements, plutôt que d'essayer de mettre une pression sur le poids en un minimum de temps. Nous, on trouve que c'est un peu délétère. Donc, on est en train de distinguer vraiment 2 situations. Une situation où il y a juste un problème d'ovulation, et où là, on a tout intérêt à accompagner les patients dans leur perte de poids et de prendre un petit peu le temps. Et des patientes chez qui l'AMP est nécessaire, et dans ces cas-là, on a envie de ne pas trop se fier au poids, de ne pas trop imposer de perte pondérale, et de passer en AMP tant que la patiente est jeune et peut bien répondre au traitement. Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fécondité pour les personnes qui ont recours à la chirurgie bariatrique et récemment opérées? Alors, il y a 2 questions dans cette question. Il y a la question déjà de l'accord grossesse après chirurgie, l'obésité. L'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, recommande 12 à 18 mois après une chirurgie bariatrique parce qu'il y a eu certaines études qui disaient que dans cette période d'amaigrissement importante, on relarguait beaucoup de toxines stockées dans les adipocytes et que ça pouvait être toxique pour l'enfant, un risque malformatif augmenté. Il y a des études, notamment une étude israélienne qui a recensé de nombreuses grossesses dans l'année qui suivait la chirurgie bariatrique et qui ne voit pas plus de malformations. Après, c'est une étude qui voit juste le temps T0 à la naissance. Est-ce qu'il y a plus de malformations? Et on n'a pas vraiment de données sur le devenir de ces enfants. Nous, on pense que le délai de sécurité imposé par la HAS est très prudent. Et on pense que ce délai peut être raccourci. Effectivement, on n'aime pas trop que la patiente soit dans une phase d'amaigrissement. Nous, on a l'impression que on essaie d'avoir une stabilisation pondérale pour autoriser la grossesse. Mais avec la patiente, encore une fois, autoriser la grossesse, ça met le médecin dans une position un peu de tout puissant, qu'on n'aime pas trop. Mais effectivement, on conseille d'obtenir une stabilisation pondérale pour la grossesse. Et c'est vrai que nous, on est plutôt face à des patientes qui sont âgées, donc on n'a pas très envie de leur dire d'attendre absolument 18 mois. Donc nous, on est plutôt à accompagner la patiente à avoir une grossesse assez tôt après la chirurgie bariatrique, dès que le poids est stabilisé. Et ensuite, sur les données de l'AMP après chirurgie bariatrique, donc si après chirurgie bariatrique, on doit passer en AMP pour une question tubaire ou de sperme, etc., il n'y a pas beaucoup de données, mais on a l'impression qu'effectivement, les taux de grossesse sont supérieurs. Mon fils est né d'une IAD, donc insémination artificielle d'honneur, l'équipe de Friedman, avec Claire, spécialiste. À l'époque, donc, évidemment, on avait des injections hormonales. Moi, j'avais pas de problème de surpoids et tout. Suite, justement, aux IAD, piquées aux hormones, donc beaucoup. J'en ai eu 7 avant d'être, d'avoir mon enfant. Je voudrais savoir, il y a une visibilité par rapport maintenant aux hormones et tout ça, parce qu'il y a eu quand même une prise de poids, de surpoids maintenant. C'est impossible d'évacuer ce poids malgré des médecins nutritionnistes. Il n'y a plus vraiment un accompagnement lorsque, il y a 20 ans, il y avait, les inséminations. Maintenant, je ne sais pas si ça... Alors, c'est une très très bonne question. Alors, déjà, en termes d'injection, ce sont toujours les mêmes qu'on utilise et les doses sont moindres pour une insémination qu'une FIV. Et donc, pour une fécondation in vitro, on donne des grosses injections d'hormones. Nos études, les études internationales, ne retrouvent que très très peu de prise de poids en moyenne. On retrouve une prise de poids pour la FIV de 500 mg par tentative. Donc, et on pense que c'est plutôt de la rétention hydrosodée. Donc, le discours des gynécologues est de dire non, les hormones ne font pas prendre de poids. Néanmoins, moi, dans ma pratique, je pense que les hormones donnent plus faim, modifie complètement l'appétence. Et ça, on l'a noté aussi pour certaines contraceptions qui sont effectivement dans les études, ne retrouvent pas de prise de poids, mais on a l'impression que certaines pilules, notamment les pilules progestatives, augmentent l'appétence. Et en plus, les patients qui suivent un parcours d'AMP sont très stressés. Enfin, je veux dire, on modifie complètement leur environnement. On les fait se lever plus tôt. Elles vont faire un dosage, une échographie, elles doivent rentrer à la maison à telle heure pour leur injection, elles sont stressées par la réponse au traitement, elles sont stressées par est-ce que ça va marcher ou pas marcher, et je pense que c'est tout ça qui modifie les comportements alimentaires et puis les envies, on n'a pas les mêmes envies de nourriture si on se lève tôt, si on est stressé, et si on a en plus des hormones qui modifient l'appétence. Donc moi je pense que c'est plutôt un tout, plus que les hormones en elles-mêmes, mais effectivement, je préviens les patientes qu'elles vont avoir une modification de leur mode de vie, une modification de leur appétence, pour se méfier et avoir des attitudes, du coup, adaptées. Il faut courir au sécosse quand c'est le bon Bien moment. sûr, mais c'est extrêmement stressant un parcours en AMP. C'est extrêmement stressant pour les femmes, c'est extrêmement stressant pour les hommes qui ont du mal à trouver leur place. C'est extrêmement stressant et puis c'est parfois un peu impersonnel. Donc je pense que c'est tout ça qui fait qu'effectivement, il peut y avoir une prise de poids pendant les traitements. Bon, ce que tu dis, c'est
finalement, il n'y a pas de prise de poids statistiquement, Non. mais en même temps, tu relèves qu'il y a une augmentation de l'appétit, les gens ont envie de manger plus, et qu'ils sont stressés, ils ont aussi envie de manger plus. Alors ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'ils trouvent des réponses à cette augmentation de l'appétit et au stress autres que manger, c'est ça que ça veut dire? Je pense qu'il y a certaines patientes qui, comme c'est une moyenne, je pense qu'il y a certaines patientes qui, au contraire, maigrissent pendant les tentatives parce qu'elles sont stressées, mais qu'en moyenne, on n'a pas de prise de poids. Ah voilà, donc c'est purement statistique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont maigrir et d'autres qui vont grossir. Voilà. Je pense qu'il y a aussi des caractéristiques personnelles. Ce n'est pas juste. Il y a des patients qui vont plus grossir à même alimentation. Il y a des patients qui vont plus grossir que d'autres. Et je pense que l'ajout de facteurs comme le stress, comme les hormones, peut favoriser la prise de poids chez certaines patientes. La réaction physiologique par rapport au stress, c'est plutôt de couper l'appétit. Donc, en fait, quand vous êtes stressé, vous n'avez pas envie de manger. Ça, c'est la réaction physiologique. Mais il y a aussi une réaction défensive qui est de manger pour calmer le stress. Là, c'est une réaction aux émotions de stress, si vous voulez. Hein. Et donc, les études qui ont été faites sur le stress, justement, et sur le comportement alimentaire face au stress, sont assez ambiguës parce qu'on a ces deux effets-là qui sont contradictoires. Et selon l'effet qui l'emporte, on va avoir soit des gens qui vont maigrir avec le stress, soit des gens qui vont grossir. Le niveau de stress est aussi très important, des petits stress ou des grands stress. Je rebondis aussi pour la sexualité. Moi, je suis en surpoids, mais je n'ai pas ce problème de sexualité, tout ça, de trouver un partenaire. Sauf que j'ai remarqué une chose, on parle encore des stéréotypes de la société. Les personnes, l'homme avec lequel je fais l'amour, par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il a honte de me sortir. Et ça, on parlait de honte tout à l'heure, et c'est récurrent, en fait. Il est bien avec moi dans le lit, mais pour les apparences, pour la société, non, on ne sortira pas à mon bras et tout ça. Et ça, je ne sais pas si beaucoup de femmes obèses ont ce problème-là, ou en surpoids, mais c'est une évidence, l'apparence, toujours l'apparence, le paraître et tout ça, parce que bon, on n'est pas, je veux dire, sur le mode et le physique de la société actuelle, enfin, en tout cas européenne, européenne je parle, parce que effectivement, quand on parle de l'Afrique, c'est souvent, je veux dire, une richesse d'avoir des rondeurs. Quoique, quand c'est en France, parce que moi je fréquente effectivement des personnes de couleur, eh ben c'est pareil, ils se comportent exactement de la même façon en Europe. Peut-être monsieur préfère préserver son intimité chez lui qu'à l'extérieur. On ne partage pas autre chose que l'intimité. Donc je veux dire, vous parliez de honte, vous parliez d'être abaissé, tout ça, mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, c'est un comportement de la part de l'homme qui rabaisse la femme, en fait, quelque part, parce que il n'a pas, il n'a pas envie d'être dans la société, je veux dire, avec cette personne. Donc, quelque part, oui, c'est une honte. Donc, pour la personne en elle-même, elle a cette blessure. Cette stigmatisation peut fonctionner à l'intérieur du couple et finalement, les stéréotypes sur l'obésité, évidemment, les conjoints peuvent très bien avoir intégré ces stéréotypes et faire honte à leur conjoint de leur obésité. Ce n'est pas quelque chose qui est rare. Est-ce que vous en discutez? Si justement on n'est là que dans le cadre intime et que si on a envie de sortir, aller à un concert, à un récital, il n'y a pas, je veux dire, de réponse positive, on se pose des questions quelque part parce qu'on a encore moins confiance en soi et on a l'impression d'être abaissé systématiquement parce que justement, on aimerait faire les choses comme tout le monde et de vivre l'amour comme tout le monde, d'être heureux comme tout le monde, mais finalement c'est dans l'entre-soi, quoi, en fait, c'est chez soi, quoi. Quand on pense que la personne a honte, on a encore moins confiance en soi, et on se dit, quand on n'a pas confiance, qu'est-ce qu'on fait?
comportement alimentaire. On se réconforte avec effectivement du chocolat, des pâtisseries et tout ça. Donc c'est ça le problème. C'est un cercle vicieux finalement en fait, parce que on se dit que bon, voilà, on n'est pas belle, on est moche. Enfin bon, on a exactement tout ce que Alors, en fin de compte, quand on est en surpoids ou en obésité, c'est immédiatement ce qui vient. C'est-à-dire qu'on se dit, l'autre a honte de moi. Si on est de poids standard, on se dit, cet autre-là a peur de l'engagement, a envie d'une relation légère, a peut-être envie d'avoir une compagne sexuelle, mais pas forcément une compagne amoureuse. Donc peut-être que ça serait intéressant aussi de se donner un panel de questionnements et de réponses qui ne soit pas uniquement la honte dans laquelle on s'enfonce de plus en plus. Parce qu'effectivement, dans cette espèce de fuite, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément que l'autre a honte du corps. Effectivement, quand on est gros, c'est vraiment la première des choses à laquelle on pense. Mais pourtant, dans les difficultés à nouer un couple, il y a tout ça. C'est-à-dire quelle est l'envie de l'autre. Est-ce que l'autre a simplement envie d'une amante et puis ça lui suffit? Est-ce que l'autre a peur de l'engagement pour X raisons? Donc, effectivement, je pense qu'il y a un parcours à mener pour sortir de cette façon univoque de penser les choses. Je voulais, vous demander, Monsieur Feldorfer, si vous pouviez réexpliquer le mécanisme. Vous avez fait le lien entre les obèses et le fait qu'ils étaient très empathiques, ou les métiers qu'ils pratiquaient. Et j'ai pas bien compris le mécanisme ou comment vous le... Ils sont doués pour l'empathie parce que leur regard se détourne d'eux-mêmes. Et que si on ne s'intéresse pas à soi, à ses émotions, à ses sentiments et à ses pensées, à ce qui se passe à l'intérieur de nous et à son corps, eh bien, on est confronté au vide. Il n'y a plus rien, c'est l'ennui. Donc ce vide est insupportable et donc je vais tourner mon attention vers quelque chose qui peut remplir ce vide, qui peut me procurer des stimuli intéressants. Et qu'est-ce qui va me procurer des stimuli intéressants? C'est les autres. Donc je vais m'intéresser aux autres, à ce que les autres pensent, à ce que les autres ressentent. Parce que je vais me dire, ça a de la valeur. Ce que les autres ont de la valeur, moi je n'en ai pas. Donc je vais m'intéresser aux choses qui ont de la valeur. C'est une conséquence de la honte, donc qui se détourne de soi en fait. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors il y a eu des travaux d'ailleurs qui ont été un peu abandonnés sur ce qu'on a appelé l'hyperempathie et l'externalisme. Et l'externalité, c'était justement cette capacité qu'on avait... À une époque, cette théorie était très en vogue pour expliquer l'obésité. Et on considérait que les personnes obèses étaient capables de repérer plus de choses dans l'environnement que les autres personnes. Et donc s'intéressaient donc plus à leur environnement que les autres. Et ce qui voulait dire que elle tenait très peu compte des stimuli internes, par exemple la faim, la satiété, le rassasiement. Elle ne s'en préoccupait pas, elle s'était fermée à ces sensations-là, mais qu'elle mangeait essentiellement en fonction d'informations du monde extérieur, c'est-à-dire les étiquettes, les volumes apparents de la nourriture, les injonctions sociales. Et donc on en avait fait toute une théorie de cette externalité pour expliquer l'obésité, mais pour différentes raisons, cette théorie a été abandonnée. Il n'en reste pas moins que les études qui ont été faites pour mettre en avant, pour montrer que qu'un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre tout à fait significatif d'obèses étaient plus doués pour observer le monde extérieur que les autres, ces études restent valables. Je voulais m'adresser à Madame Héloïse. En fait, j'ai un très très long parcours d'obésité. Donc j'ai toujours été obèse et j'ai fait une gastroplastie. Avant la gastroplastie, j'ai été suivie par des nutritionnistes diététiciennes pendant des années, pendant toute mon adolescence. Ça n'a rien donné, ça n'a rien abouti. D'ailleurs, ça me gavait de noter ce que je mangeais tous les jours. Ça m'a lassée très rapidement. Pourtant, je faisais du sport à 120 kg, j'arrivais à courir très vite. J'étais très sportive à cette époque-là. En 2006, donc, j'ai eu une gastroplastie. Et je me suis mariée en 2009. Et en 2011, j'ai voulu avoir un enfant. Je suis partie voir donc un gynécologue
qui m'a donné un traitement de 6 mois. Donc il ne m'a ausculté que moi. Il m'a donné un traitement de 6 mois. Je suis repartie le voir 6 mois après. On est d'accord que pour avoir un enfant, c'est pas qu'avec une personne. On parle de la femme et l'homme. On est peut-être des femmes obèses, mais on est d'accord qu'il peut y avoir des couples obèses. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Il aurait pu lui proposer de faire un spermogramme ou me faire une échographie, sachant qu'il ne l'a jamais fait. Les patientes obèses sont souvent cataloguées comme étant à trouble ovulatoire, syndrome des ovaires polykystiques, vous n'ovulez pas, on vous donne un traitement. Oui, moi, je ne donne jamais de traitement sans avoir fait le bilan du couple. Donc, effectivement, le bilan de la femme, ça passe par un bilan hormonal, une échographie, une hystérosalpingographie pour bien vérifier que les trompes passent. On ne va pas donner de traitement pour ovuler si les trompes ne passent pas. Et effectivement, toujours un spermogramme chez l'homme. Donc les recommandations, normalement, c'est de faire ce bilan-là après 1 an d'exposition. Donc 1 an où on essaye. C'est vrai que si on n'ovule pas, si on n'a pas les règles du tout, autant le faire tout de suite pour savoir un petit peu où on en est avant de donner un traitement. Donc effectivement, c'est toujours un problème de couple. Donc on fait un bilan systématique, nous. Et après, le traitement, écoutez, nous, ça dépend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si c'est juste un problème d'ovulation, on peut se donner un objectif de poids avant de traiter l'ovulation. Et si c'est un problème de trompe ou de sperme, effectivement, on va plutôt passer en technique et ne pas trop se préoccuper du poids. Mais voilà, tout dépend de l'âge, tout dépend du parcours des couples, ça dépend de plein de choses. Je suis d'accord avec vous que pendant 1 an, par exemple, on va traiter plus la femme, entre guillemets, mais pendant ces 1 an, la femme, elle culpabilise en se disant que c'est de sa faute. C'est peut-être pas la sienne, mais c'est de sa faute. Donc, je ne suis pas d'accord dans le fait qu'il faut attendre 1 an pour que l'homme puisse avoir un spermogramme. Non, mais le délai moyen de conception, c'est 1 an. Donc, généralement, on fait des examens quand la grossesse n'arrive pas après 1 an. Mais ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est pour tout le monde qui essaye d'avoir une grossesse. Et après, c'est vrai que si on n'ovule pas, si les règles ne sont pas là tous les mois, on le fait un peu plus tôt, ce bilan. Et du coup, j'ai dû faire un bypass gastrique en 2011 pour pouvoir perdre du poids. Donc, du coup, mes aménorrhées ont disparu et j'ai commencé à avoir des cycles normaux, mais je ne suis pas tombée enceinte. Oui, alors la fertilité, c'est pas quelque chose de mathématique. Il y a parfois plusieurs facteurs. Et puis parfois, il y a des petites choses chez l'homme, des petites choses chez la femme. C'est pour ça qu'on fait tout un bilan et qu'ensuite on propose des prises en charge, mais c'est pas mathématique. Non, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent régime. Ouais. Mais régime, c'est une restriction, on est d'accord? Oui. Au lieu de dire régime, pourquoi les gens ne disent pas une bonne hygiène alimentaire? Oui, il y a même des gens qui ne parlent pas de régime, mais qui en donnent quand même. Vous savez ça. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos des diététiciens. Vous avez raison, noter fait pas maigrir. On est d'accord? Donc le travail qu'on va faire autour du comportement alimentaire, il va être un petit peu plus intéressant, un petit peu plus adapté, et il ne sera pas sur simplement l'observation de ce que vous mangez. Nous, en fait, en tant que thérapeute de l'alimentation, on va s'intéresser à pourquoi vous mangez. Qu'est-ce qu'il y a autour? Vous voyez? Et donc... en même temps. J'ai pas entendu. Voir une psychologue avec une diète, je pense que c'est l'idéal. Oui, c'est suivant les problématiques que vous rencontrez. En fait, en tant que diététicien, nous, on va travailler autour de la relation que vous avez à vos aliments, ce qui va permettre d'atténuer un certain nombre de choses, notamment des émotions induites par l'alimentation. On va vous aider à faire le tri par rapport à cette relation que vous avez avec votre corps et votre alimentation. Et là, ça va permettre de faire remonter peut-être d'autres problèmes plus profond, plus d'une façon... Et là, c'est à ce moment-là que l'intervention d'une psychologue sera aidante. C'est-à-dire que voilà, ça peut être en 2 temps, ça peut être simultanément suivant les personnes. Mais en tout cas, faire une aide autour du comportement alimentaire, ça se résume pas à... Alors, je vais vous dire ce qu'il faut manger. Ça ne marche pas, on le sait tous. Plus on interdira, plus ça favorise les troubles du comportement alimentaire. Et ça induit des émotions, ça ne permet pas à la personne de savoir comment manger, pourquoi il mange et d'être à l'aise avec ses aliments. Donc nous, les nutritionnistes, les diététiciens formés par le GROS, on va avoir un positionnement différent. Voilà. Moi j'ai plutôt une question par rapport à tout ce qui est acceptation et regard de la société. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites
au niveau global et c'est très bien, mais il y a aussi tout ce qui est point de vue individuel. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est aussi à ce niveau-là que c'est très compliqué parce que c'est un peu triste de penser comme ça, je sais, mais moi, je sais que moi, par exemple, s'il y a des périodes où je vais avoir 3 kilos en trop, je vais avoir une estime de moi qui est totalement, qui va baisser énormément, alors qu'en soi, c'est pas du tout problématique. Et comment est-ce qu'on fait pour changer ce point de vue individuel qui, d'un point de vue rationnel, par rapport aux autres, j'ai aucun problème, mais je sais que pour moi, ça va être problématique et je sais que c'est aussi quelque chose qui fait que le regard en général a du mal à être plus bienveillant et tout ça. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une acceptation qui soit plus généralisée au point de vue individuel pour pouvoir justement avoir moins de stigmatisation au point de vue de la société en général? Ne vous pesez pas? Si, régulièrement. Oui. Alors, vous ne changez pas entre 1, 2 ou 3 kilos, vous êtes la même globalement? En fait, au gros, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on travaille avec nos patients sur 3 axes. Le premier axe, c'est le comportement alimentaire, puisque souvent ce comportement alimentaire est déréglé. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'instaurer une alimentation intuitive, c'est-à-dire une alimentation où les gens vont se laisser guider par leur faim, leur satiété, leurs appétences, et donc écouter leur corps. Le corps nous envoie des messages, et il s'agit d'être capable de les écouter et d'en tenir compte. Donc ça, c'est un gros travail. On a mis au point des méthodes pour pouvoir aider les gens à devenir capables d'écouter leur corps et de tenir compte de ces signaux. Le deuxième axe, ça a été de travailler sur l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur les gens qui mangent pour calmer leurs émotions, quel que soit le type d'émotion, que ce soit de la honte, que ce soit du stress, etc. Et là, on a aussi pas mal d'outils, des thérapies. Nous, on se sert beaucoup des thérapies cognitivo-émotionnelles, mais il y a toutes sortes de thérapies qui permettent de travailler sur les aspects émotionnels. Et puis, on s'est rendu compte que tout ça ne suffisait pas et qu'il fallait aussi qu'on aide beaucoup les gens sur l'acceptation de leur corps, que beaucoup de gens étaient fâchés avec leur corps, ils avaient des demandes vis-à-vis de leur corps qui étaient souvent des demandes irréalistes, c'est-à-dire une attente d'amaigrissement impossible. Je rappelle que nous, ce qu'on est capable de faire, c'est d'aider les gens à atteindre leur poids d'équilibre, et pas mieux que ça. Et le poids d'équilibre, en fait, c'est un poids qui est défini par un système de régulation, et il y a des éléments biologiques qui peuvent définir ce poids et qui font qu'on ne choisit pas le poids qu'on veut faire. On fait le poids qu'on peut. Et ce poids qu'on peut faire, alors quand on mange, c'est quoi ce poids d'équilibre? C'est quand on mange en fonction de ses sensations alimentaires, qu'on en tient compte globalement, pas forcément à tous les repas, mais d'une façon globale. À ce moment-là, le poids, spontanément, se fixe à ce poids d'équilibre et il reste. Et voilà, ce poids-là, il va falloir l'accepter parce que ce n'est pas toujours le poids qu'on veut. Et donc, on travaille avec les personnes qui viennent nous voir sur cet aspect-là d'acceptation d'un poids qu'on ne choisit pas, mais qui est le poids que l'on est capable de faire et auquel on est capable de se stabiliser. Dans la vie, il va falloir accepter toute une série de choses qui ne nous plaisent pas forcément chez nous, notre âge, certains éléments physiques qu'on ne peut pas forcément changer, certaines caractéristiques psychologiques aussi qu'on ne peut pas forcément changer, et il va falloir composer avec ce que nous sommes. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on travaille beaucoup avec nos patients sur cet aspect-là de pouvoir s'accepter tel que nous sommes, accepter ce qu'on ne peut pas changer et changer ce qu'on peut changer. Mais ça dépasse effectivement la problématique de l'obésité. Je vois même en fertilité, on a beaucoup de patientes qui se sentent un peu dépossédées de leur corps parce qu'elles se sentent un peu trahies par leur corps, qui n'acceptent pas de grossesse, ou un peu dépossédées du parcours de fertilité parce que tout s'externalise. La fécondation, la fabrication d'embryons. Et on a, pour les patientes, et c'est majoritairement des patientes de poids normal, on a des ateliers en mouvement, ça s'appelle, des patientes qui réapprennent à être en accord, en paix avec leur corps. Et c'est vrai que c'est effectivement une problématique au-delà, je pense, de l'obésité et du surpoids.
À la Pitié-Salpêtrière, moi je m'occupe donc 3 jours par semaine de tout ce qui est endocrino et fertilité, mais j'ai un jour par semaine où je suis au Diaconesse, qui est un centre de fertilité qui fait partie d'une maternité et où on fait de la fécondation in vitro. Dans le 12e. Moi, je voudrais juste compléter un petit peu ce qu'a dit Gérard par rapport aux prises en charge. C'est que dans les prises en charge, il y a aussi tout ce qui est autour du perfectionnisme. C'est-à-dire que, effectivement, ce que vous décrivez, où c'est comment prendre 3 kilos, c'est très difficile pour vous. Peut-être que dans d'autres domaines aussi, vous cherchez cette perfection et vous courez après cette perfection. Et ça peut être effectivement dans le contrôle de pas mal d'événements de votre vie. Ça peut être aussi pendant vos études où vous ne supportiez pas d'avoir une mauvaise note ou des choses comme ça. Et il y a une façon de réagir très sévère et très sous contrôle. Et je pense que les prises en charge vont vous aider ou peuvent aider les personnes qui sont très perfectionnistes à lâcher prise et à être moins dans ce contrôle qui, par ricochet, provoque des choses, des dérèglements et des déséquilibres. Voilà. Vous avez dit que certaines pilules font grossir parce que les hormones. Est-ce qu'il y a des pilules qui ne le font pas ou qui évitent ça parce que déjà on a tous les envies de manger et c'est en plus on rachète Non, ça. justement, nos études nous disent que les pilules ne font pas grossir. Nous, toutes nos études faites sur des milliers de femmes nous rassurent là-dessus. Après, c'est vrai qu'en pratique, on est face à des femmes qui ne rentrent pas dans les statistiques et il y a des patientes qui nous disent qu'elles ont pris du poids avec ces pilules. On a l'impression que certaines pilules, et notamment certaines pilules progestatives, augmentent l'appétit. Après, c'est vraiment très individuel. Et globalement, par rapport aux premières pilules sorties dans les années 68-70, les dosages hormonaux ont vraiment diminué. On peut dire que les pilules proposées actuellement sur le marché ne font pas grossir ou très peu. Après, voilà, tout est une question personnelle et je pense que quand on a des troubles du comportement alimentaire ou qu'on a une tendance à prendre du poids, parce que je pense que tous les corps ne sont pas justes, eh bien, effectivement, cela peut jouer. Donc, effectivement, on va adapter la contraception au poids. Mais je pense qu'il ne faut pas penser que toutes les contraceptions font grossir. Les pilules ne font pas grossir, sauf les personnes que ça fait grossir. Voilà, c'est ça. Non, mais parce qu'après, nous, on a les études, et puis il y a la vraie vie, les vrais gens. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a pris 10 kilos que c'est faux, que c'est totalement de sa faute. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout constructif. Et en même temps, nous, scientifiquement, on croit les études qui nous disent qu'il n'y a pas de prise de poids. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais on s'adapte et on essaie de trouver une réponse individuelle. Voilà, on a des données sur des milliers de femmes qui sont parfois pas en accord avec ce qu'on voit au jour le jour. Donc effectivement, on adapte. Et voilà, on a des contraceptions hormonales, mais on n'a pas que des contraceptions hormonales. On a aussi des stérilés, on a aussi des... et puis dans les hormones, il y a plein de choses. Il y a les contraceptions œstroprogestatives avec des œstrogènes, des contraceptions uniquement progestatives. Donc voilà, on fait des choses individuellement. Mais normalement, dans nos études, il n'y a pas de prise de poids. Il y a un sujet, je trouve, qui est en filigrane par rapport à ce qu'on dit là, c'est la question du sexisme, en fait. Et ça me fait penser, j'ai lu des articles, peut-être vous aussi, après la mort de Françoise Héritier, sur le rapport homme-femme, ou tout ce qui a agité l'actualité sur le harcèlement. Et il y a un article aussi de Tisseron dans Le Monde, je crois, où il explique comment les femmes doivent être dans la séduction et les hommes répondent à cette séduction. Il explique l'organisation de la société comme ça. Et le poids en fait partie, mais on a une pression de... Enfin, je parle du point de vue des femmes, une pression de fou sur tous ces aspects de la séduction, quoi. Il faut qu'on sache bien chanter, bien danser, être habillé joliment et sourire en plus et pas dire de gros mots parce que c'est pas joli dans la bouche d'une femme. Ce que je répète régulièrement à mon ami qui aime bien dire des gros mots pour faire rigoler, mais quand moi je l'ai dit, c'est pas joli dans la bouche d'une femme. Donc je m'insurge d'avoir le droit de dire des gros mots. Et pareil, sur le fait de sortir, il me demande d'être séduisante et jolie, et je lui fais remarquer mais qu'il a un peu de bide aussi, et que moi aussi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de séduisant. Et je crois que la société le demande aux femmes, ça, d'être dans la séduction. Et
juste pour finir, une anecdote, j'ai trouvé très intéressant toute la description de la séduction. Moi, j'ai perdu du poids à 25 ans. Et j'ai connecté avec ma séduction à ce moment-là, puisque mon corps gros ne pouvait pas être séduisant. Je me souviens qu'à 24 ans, 23 ans, je regardais des femmes qui étaient grosses et que je trouvais belles, séduisantes, elles se mettaient en valeur. Je me dis, bon Dieu, il n'y a pas de rapport, hein. C'est-à-dire qu'on peut être gros et séduisant, mais moi, pour ma vie, à moi, ça ne marchait pas. Et quand j'ai maigri, déjà, je suis devenue... moins invisible, c'est-à-dire des gens m'ont vue alors que j'étais dans leur environnement depuis 5 ans. C'était un photographe de mode d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été prise pour une idiote en fait. C'est-à-dire que j'ai connu le sexisme des femmes minces et jolies. On ne m'avait pas attribué les qualités d'intelligence. J'ai été prise pour un pot de fleurs, quoi. Et ça ne m'était jamais arrivé en étant grosse. Et j'ai découvert ça en étant mince. Et c'était très intéressant parce qu'en plus, ils ne savaient pas que j'avais été grosse avant. Donc je dis, alors toi, je remarque un truc que je ne voyais pas avant. Et voilà. Enfin, c'était pour remettre le sujet du sexisme en général, en fait, ou de la pression sur le corps féminin en général, qui me semble... voilà. En médecine, on apprend très vite que la vie n'est pas juste. Il y a des gens qui n'ont pas de peau, qui ont des maladies, qui n'y peuvent rien, et souvent qui ont même plusieurs maladies. Donc, pour nous, ça paraît évident qu'il n'y a pas de justice. Et en fertilité, c'est pas juste. C'est les femmes qui subissent tous les traitements. Les hommes, ils ont juste un spermogramme à faire et à donner leur sperme le jour de la tentative de FIV, alors que et c'est vrai que oui, et même le poids, l'obésité chez l'homme, oui, ça diminue un peu les spermatozoïdes, mais vraiment pas grand-chose. Donc on va pas du tout avoir la même attitude envers les hommes. On va pas leur faire de contrat de poids aux hommes. Mais Françoise Héritier explique très bien que en fait, les hommes pensaient que les femmes faisaient les enfants comme ça, et donc elles étaient responsables de la perpétuation de l'espèce. Et du coup, il fallait bien reprendre le pouvoir là-dessus. Après, c'est la construction des sociétés, mais c'est passionnant, je trouve. Mais c'est vrai que, par exemple, en fertilité, oui, un homme obèse, on va lui dire que, alors qu'il s'apprête à être papa, ça serait responsable de sa part de prendre en charge son obésité si elle n'a jamais été prise en charge avant, et donc d'avoir une espérance de vie importante. Mais il n'y a pas du tout le même retentissement que pour une femme où les chances de grossesse en traitement d'infertilité sont liées au poids, ou les complications obstétricales sont liées au poids. Donc effectivement, c'est pas juste, mais on n'aura pas du tout la même attitude, et c'est pas du sexisme, c'est juste que c'est pas pareil et c'est pas juste. Voilà. Du point de vue de la séduction, là, il y a aussi une différence. C'est-à-dire qu'on ne séduit pas, les hommes ne séduisent pas de la même façon que les femmes. Une femme est d'autant plus féminine qu'elle est belle, et elle est d'autant plus belle qu'elle est mince, alors qu'un homme va séduire avec sa puissance. Et donc, c'est pas son physique, si vous voulez. C'est finalement sa force. C'est une autre forme de pression pour eux. Comment ? C'est une autre forme de pression. Oui. Autrefois, c'était la force physique. Et maintenant, c'est le pouvoir monétaire, c'est la position sociale, c'est le pouvoir, simplement le pouvoir, avoir une position de pouvoir. On voit bien, par exemple, que des hommes qui sont en position de pouvoir sont automatiquement, c'est ce qu'on dit, quand vous êtes élu président de la République, vous avez automatiquement une augmentation de votre testostérone mesurable dans le sang. Et donc... vous allez séduire plus facilement. Quand on est un couple de personnes obèses, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un enfant aussi obèse après ? Ou est-ce que ça vient de notre patrimoine génétique, ou est-ce que ça vient de l'alimentation qu'on peut lui donner, ou l'éducation qu'on peut lui donner aussi ? Est-ce que ça rentre en compte C'est extrêmement difficile de répondre à votre question. Il y a des études qui ont été faites sur effectivement les souris que j'avais lues, et qui disaient que d'avoir pour la mère une alimentation plus riche en lipides et en gras pendant la grossesse exposait à plus de complications métaboliques chez l'enfant. Mais pour l'homme, je ne peux pas vous répondre très bien. Il y a quand même beaucoup d'études là-dessus qui ont été faites sur les jumeaux, qui ont été faites... et donc on a pu quand même montrer que les couples qui étaient tous les deux... Enfin, on a pu mesurer, si vous voulez, le pourcentage de chances pour un enfant de devenir obèse, et en fonction de sa génétique. Donc s'il a un parent obèse, s'il a deux parents obèses, s'il a tous les grands-parents obèses, etc.,
on peut mesurer cet effet génétique sur sa probabilité de devenir obèse. Maintenant, on se rend compte aussi que la génétique ne fait pas tout et qu'effectivement, la façon dont cet enfant va être éduqué, sur le plan alimentaire en particulier, joue un rôle aussi très important. Donc, probablement qu'il faut les deux, hein, que les deux ont une action. Mais la génétique, maintenant, on sait très bien que c'est une facilitation pour certains de devenir obèse. Alors, c'est une augmentation de la probabilité, mais c'est juste une augmentation de la probabilité. C'est-à-dire que même si vous avez des gènes qui favorisent l'obésité, en particulier, on a mesuré 2 types de gènes, en fait. On a mesuré des gènes qui agissaient sur le stockage de l'obésité, la façon dont le corps va stocker l'obésité, et aussi des gènes qui agissent sur le comportement alimentaire, qui contrôlent le comportement alimentaire. Et donc on s'est aperçu que ces gènes qui contrôlent le comportement alimentaire, eh bien, ça revient à ce que certaines personnes sont extrêmement sensibles à leurs sensations alimentaires, de faim et de rassasiement, alors que d'autres sont, pour des raisons génétiques, très peu sensibles à leurs sensations de faim et de rassasiement. Et donc pour celles-là, qui sont peu sensibles, eh bien, une éducation où on va les recentrer sur leurs sensations, qui sont finalement peu perceptibles par elles, eh bien, va devenir très importante. Alors qu'au contraire, des gens qui sont extrêmement sensibles à leurs sensations alimentaires vont être absolument incapables de devenir gros. Parce que quand ils n'ont plus faim, ils ne sont pas capables de manger une bouchée de plus. J'ai eu un fils qui, de toute évidence, était plus issu de ma lignée avec facilité de prise de poids que de celle de son père, qui, lui, n'avait pas de problème de poids. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 14 ans, il était quand même... on avait du mal à l'habiller. Il avait toujours des pantalons trop longs. Lui, il se trouvait gros. Déjà, j'avais un doute sur l'efficacité des régimes et en plus, le sachant en pleine croissance et tout, ça me paraissait pas de bon sens de lui conseiller ça. Je lui ai juste donné des conseils donc, de bon sens, c'est-à-dire ne pas manger en regardant la télé, essayer de ne manger que quand il avait faim et pas quand il avait envie de manger, de distinguer les deux, ce qui n'est pas toujours facile, mais finalement, quand on en parle à cœur ouvert avec un enfant, il est capable de l'entendre apparemment. Et mon fils, aujourd'hui, n'est pas obèse. Je l'ai encouragé à faire du sport. Il aimait ça, ça tombait bien. On voit bien qu'il a facilement des petites rondeurs au niveau de la taille, mais ça ne va pas plus loin. Et en fait, il n'est pas obèse du tout. Si ça peut rassurer des gens... Quand on est éclairé par tous ces problèmes, effectivement, on peut aider son enfant à ressentir la faim, la satiété, même si au départ c'est pas gagné. Et puis peut-être que effectivement il va être dans une catégorie de surpoids parce que la génétique fait qu'il est plus rond que les autres. Mais s'il vit bien son surpoids avec une hygiène de vie correcte, on peut peut-être faire en sorte qu'il ne soit pas obèse. Et vivre en surpoids, c'est pas si difficile. Donc je crois qu'il faut pas en avoir peur. C'est-à-dire qu'effectivement, si d'emblée on se dit, bon, il va être peut-être ou elle va être un petit peu plus ronde ou un peu plus rond, mais ce n'est pas une affaire d'État. Et si on n'est pas tout le temps dans le stress en disant, mon Dieu, à partir de quel moment ça va déraper, ça a été mon cas, ça ne dérape pas forcément. Parce qu'effectivement, on ne le force pas ou on ne la force pas à finir son assiette. On sait pas mal de choses d'expérience et peut-être que ça peut aider quand même à pas arriver dans des débordements importants. Et vraiment, je crois qu'on remarque aussi que des personnes en surpoids sont protégées pour certaines pathologies et que ce n'est pas forcément une affaire d'État d'être un petit peu plus rond que les autres. J'ai une toute petite dernière question, mais qui est plus d'ordre nutritionnel. Pendant des années, moi, on m'a demandé de prendre un petit déjeuner alors que j'ai jamais voulu ou jamais eu d'appétit le matin et que spontanément, jamais je ne l'aurais pris, sachant que ça me... Alors, après, on me disait que je grignoterais ou que je mangerais plus à midi alors que ce n'était pas forcément le cas et que je me forçais, parce que ça venait du médecin aussi, à le prendre alors que mon corps n'avait absolument pas besoin, que je ressentais absolument aucune faim et c'était vraiment pour le coup
voilà, quelque chose d'imposé à moi et des calories en plus qui m'auraient été pas forcément nécessaires. Et justement, ce que j'aime dans cette approche-là, c'est le côté, quelque part, c'est ton corps qui va te dire. C'est fais confiance finalement. Et c'est ça qui, moi, me plaît beaucoup, parce que maintenant, j'apprends de plus en plus à manger en pleine conscience, voilà, parce que j'ai appris que c'est que comme ça, c'est en faisant la paix finalement qu'on arrive à quelque chose. Et voilà, et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée, parce que aujourd'hui, je ne prends pas de petit déjeuner et ça ne me change rien, absolument rien à ma vie. Et donc il y a aussi le discours qui peut être culpabilisant aussi des médecins qui vous disent c'est important, le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, voilà, il faut manger plus léger le soir, etc. L'appétit est variable, l'appétit aussi, voilà, c'est pas quelque chose, voilà, moi si j'ai pas envie de dessert, je prends pas de dessert, enfin, je suis beaucoup plus libre, et c'est ça qui m'a fait perdre du poids finalement, c'était parce que plus j'étais au régime et plus je prenais du poids, inversement. C'est une bonne conclusion, il me semble. Hein. Manger sur un mode intuitif en écoutant ses sensations alimentaires, voilà. Mais on voit bien que, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour du problème. Hein. La preuve, c'est que maintenant, les questions deviennent beaucoup plus générales et on perd un peu de vue les aspects de relations affectives et de fécondité. Donc voilà, je crois qu'on a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. Je pense que vous avez posé beaucoup de questions très intéressantes qui montrent votre intérêt pour le sujet. J'espère qu'on a su répondre à toutes les questions, comme nous le pouvions, aussi bien que nous le pouvions. Et je vous remercie pour votre présence et votre passion.